bird on a tree. I'm just sitting here. Riche tout ça. Et finalement, le travail que tu fais dans ton cabinet avec tes patients pour l'ostéopathie te permet de mettre en application finalement tout ce que toi tu as appris personnellement dans les livres, même en formation je suppose. Et du coup, tu as un regard sur les émotions et l'hypersensibilité qui est quand même assez singulier. J'ai l'impression que tu as une place quand même d'observateur, mais d'acteur en même temps qui est rare. Oui, c'est vrai que par mon parcours personnel où j'ai cette hypersensibilité, j'ai bloqué mes émotions, donc je vois très bien ce que c'est aussi des émotions bloquées. D'ailleurs, j'ai moi-même été amenée vers l'ostéopathie parce que mon corps m'a fait souffrir très tôt en fait. À 12 ans, j'avais déjà mal au dos continuellement. Jusqu'à 18 ans où c'était l'apogée, là j'avais mal partout. En fait, c'était insupportable d'être en cours sur une chaise. Alors il y a aussi le fait que je suis dyspraxique, ça c'est un autre sujet. Et que aussi beaucoup de personnes hypersensibles peuvent être hyperactifs, en fait, rester immobiles. Rien que physiquement, ça peut être insupportable. En tout ça combiné, moi être en cours c'était un calvaire d'être sur une chaise. J'avais le corps qui me tirait de partout jusque dans l'œil, la nuque, je devais me la faire craquer sans arrêt mais sans aucun effet durable. Dès le matin en fait tout le temps, j'avais mal tout le temps donc c'est comme ça que je suis arrivée vers l'ostéopathie. Et très tôt, dès vers 18 ans, commencer à m'intéresser à tout ce qui est les sujets du corps, de l'esprit, des émotions, comment prendre en main tout ça, comment comprendre tout ça. Et c'est pour ça qu'à 19 ans, je faisais du Qigong déjà, donc c'était en 99. Personne connaissait. Maintenant, tout le monde en a déjà fait ou entendu parler, mais à l'époque, le Qigong, alors j'étais qu'avec des personnes de plus de 50 ans, j'avais 19 ans, mais moi j'avais besoin, déjà à cette époque-là, pour mon corps, d'essayer de faire quelque chose, Et après, j'ai commencé effectivement tout un parcours sur moi-même de thérapie, d'expérience, d'expérimentation, de formation, de lecture, de tout ce que je pouvais apprendre et tout ça pour m'aider déjà moi. Et ensuite tout ce que j'ai expérimenté et appris, je le communique aux autres en fait. Et ça me permet aussi de mieux les comprendre, c'est-à-dire que des personnes qui viennent avec des douleurs, qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus, je comprends ce que c'est. Même à chaque fois que j'ai quelque chose de pas très agréable, comme un lumbago, j'en ai eu un une fois, je dis, il faut le vivre pour comprendre, parce que sinon, les patients qui arrivent avec des lumbagos, qui tu peux pas les toucher, qui hurlent et qui peuvent pas se déplacer, tant qu'on l'a pas vécu, on peut se dire, c'est quoi ? C'est bizarre quand même, peut-être il exagère, mais non, en fait, j'en ai eu un et j'étais contente parce que je me suis dit, ah ouais, d'accord, ah ouais, on peut pas bouger, Et il faut savoir qu'il y en a, ils vont aux urgences pour des lumbagos. Comme c'est rien de grave, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de... ils sont renvoyés chez eux. J'ai des patients en pleine nuit qui disent, vous repartez chez vous. Je pouvais ni marcher ni conduire. Je dis ouais, c'est juste abominable parce que un lumbago, chaque micro-mouvement, c'est une décharge, c'est à hurler Et je dis là, il y aurait un métier inventé pour ramener les gens chez eux qui ressortent des urgences, on leur dit vous avez rien. Là, il y aurait beaucoup à faire pour accompagner les gens. Parce qu'une fois de plus, la société nie le fait qu'on puisse avoir des perceptions différentes. Parce que si je me coupe le bout du doigt avec une feuille, il y a des gens, ils observent, il y a une petite goutte de sang, ça fait un petit picotement, ça va. Et puis d'autres, c'est vraiment très très douloureux. Alors déjà, on est tous différents vis-à-vis de la douleur, on ne le reçoit pas pareil, on n'a pas autant de terminaisons. Je ne sais pas scientifiquement comment c'est expliqué. Mais... les personnes hypersensibles, déjà, n'ont pas les mêmes terminaisons. C'est-à-dire tous les sens sont plus développés. Donc il y a plus d'influx sensitifs qui arrivent au cerveau. C'est pour ça que tout peut être vécu plus fort.
Ça, c'est un aspect de l'hypersensibilité qui est important aussi à connaître, c'est que tous les sens sont assaillis d'informations, au lieu d'en recevoir 10, on en reçoit 100 en même temps, quoi, sur tous les sens. Donc les personnes hypersensibles ont vraiment besoin souvent de calme, de moments d'isolement pour couper un peu tous ces afflux et pouvoir faire redescendre la pression et se couper des fois des gens aussi, tout simplement, parce que c'est déjà une source d'afflux de sensations énormes. Il y a toutes les sensations internes qui sont décuplées, plus toutes les sensations extérieures. Donc ces personnes-là peuvent être vues aussi comme étant douillettes, par exemple. Douillettes si ou associables ou compliquées, ou voilà, tout plein de choses, tout plein de jugements. Oui, ouais. parce qu'à chaque fois, tous ces petits mots-là, c'est des petits jugements négatifs. Oui, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, s'ils pouvaient juste expérimenter d'être dans la peau quelques secondes, ils seraient peut-être étonnés. Et souvent, les personnes comme ça, d'ailleurs, ne savent pas qu'elles sont hypersensibles. Donc, elles se jugent elles-mêmes beaucoup. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, pourquoi je ne suis pas comme tout le monde ? Pourquoi là, tout le monde peut aller à ce concert et être entouré de la foule, de la musique bien trop forte, et puis on a l'air tout à fait bien, normal et tout, et moi, je me sens juste au bord du malaise, quoi. Et du coup, les personnes se jugent beaucoup, se culpabilisent. Déjà que c'est aussi un trait de caractéristique des hypersensibles, c'est de se remettre beaucoup en question, de beaucoup réfléchir, pour chaque petite chose, tout analyser, et se dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi... Donc là, ça fait un sujet de plus qui est compliqué à vivre, ouais. Donc finalement, les personnes qui savent qu'elles le sont hypersensibles, soit parce que elles auront vu l'interview, qu'elles ont lu des livres, qu'elles ont vu d'autres vidéos, quand elles le savent, finalement, ça peut leur donner des clés pour éviter les situations de problème, par exemple. Si finalement je me rends compte que j'ai mal aux oreilles et qu'aller au feu d'artifice du 14 juillet, ça fait des années que j'y vais parce que c'est une tradition dans la famille et qu'on est obligé d'y aller, mais que moi je m'y retrouve jamais parce que j'ai mal aux oreilles et que j'ai des migraines après ou peu importe la manifestation, finalement si je me rends compte que je suis hypersensible, ça légitime aussi mes ressentis, ma façon de vivre, et du coup ça peut peut-être m'amener à faire des choix plus en accord avec moi-même, même si c'est pas dans la norme de la société dans laquelle on vit. C'est ça, l'idéal c'est de pouvoir s'accepter et des fois de savoir que c'est une particularité qui existe, que c'est pas anormal, ça aide à accepter et du coup à s'écouter. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais du mal à aller au supermarché, aux grandes surfaces avec certains néons, pas tous, hein, mais celui qui est le plus près de chez moi, où tout le monde va, moi, je vais dedans. Au bout de 10 minutes, c'est comme si ça me chauffe dans la tête et ça me crée des vertiges. Et pendant longtemps, je me suis forcée à y aller quand même. Donc, je me disais, allez, il va falloir, tout le monde le fait. C'est bon, il faut que tu y arrives aussi, quoi. Et donc, je me forçais à y aller jusqu'au jour où j'ai lu, donc là, c'est 2 autres livres, c'est plus pour les zèbres hypersensibles, que ce soit des parents d'enfants ou des gens qui se reconnaîtraient là-dedans. Des livres de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, et le deuxième, Je pense mieux. Je trouve que le titre ne résume pas le contenu, parce que c'est pas du tout qu'on pense trop, c'est que y a tout ça, l'hypersensibilité, les perceptions extrasensorielles, les difficultés des fois à être dans un groupe, à trouver des gens avec qui on s'entende et tout ça. Donc le titre, je trouve, résume pas tout le contenu. Le contenu est très très intéressant. Et dans les premières pages du livre, je lis mais si vous avez du mal à aller dans les supermarchés, arrêtez d'y aller. Et là, je me suis dit, je ne suis pas toute seule, c'est connu pour les zèbres, les personnes hypersensibles, que ça, c'est radical, les néons, on ne peut pas. Et donc, en fait, pour continuer, vraiment la chose à faire, c'est de s'adapter à soi. C'est de plus essayer de s'adapter à la majorité des gens, à comment le monde fonctionne, c'est s'adapter à soi avec ses particularités. Et donc, même si c'est contraignant, on ne peut plus aller faire les courses là où tout le monde va, et
là, les conseils qu'elle donne, c'est soit vous faites du drive, hein, parce que ce sera toujours compliqué, les supermarchés, soit vous mettez des lunettes de soleil. Enfin, il faut trouver pour que ça redevienne totalement confortable. C'est-à-dire que les hypersensibles, ils vivent déjà tout de façon très forte et violente. En voulant se conformer à la norme, c'est encore, c'est au-delà de la violence, quoi. C'est le truc impossible. Donc en fait, là où des fois des gens, au contraire, doivent sortir de leur zone de confort, et même les hypersensibles, pour d'autres choses, ont à le faire aussi, mais là, vraiment, c'est machine arrière. C'est non, je ne fais plus du tout ce qui me fait pas du bien. Je retourne dans ma zone de confort et même je me redonne beaucoup plus de confort en éliminant toutes les sources de mal-être autour de moi, que ce soit des gens, des situations, un travail, un aménagement de maison, parce que tout est vécu, tout a un afflux sur le système nerveux qui est énorme. Donc encore une fois, c'est capital pour les personnes hypersensibles, et je dirais en fait hypersensible ou pas hypersensible, c'est très important de répondre à nos besoins propres. On est tous uniques et différents, et en fait, ce qui va convenir à moi ne va pas convenir à toi. Même parmi les personnes non hypersensibles, c'est comme ça. Les hypersensibles, il n'y en a pas un qui est pareil non plus. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être vraiment les bruits, les autres, ça va être tout ce qui est vision, qui va être encore plus gênant. Donc chacun, la chose idéale, c'est que chacun s'écoute totalement. Moi, ça me fait pas du bien, ça m'épanouit pas, ça me met pas de la joie. J'arrête. J'ai le choix en fait. On a le choix de choisir ce qui nous fait du bien, ce qui nous épanouit, ce qui met en valeur nos potentiels, nos compétences, plutôt que d'aller vers des choix où tout ce qui nous met mal est exacerbé, quoi. D'accord. Peut-être une précision, parce que tu parles souvent là des zèbres. Oui. Est-ce que tu peux dire 2 mots, parce que c'est pas la seule façon de parler oui, c'est-à-dire que les personnes, alors apparemment, il y aurait des personnes hypersensibles, donc ont tous les sens beaucoup plus développés et les émotions beaucoup plus développées. Et aussi quand même ce qu'on appelle un quotient émotionnel très élevé, c'est-à-dire que tout ce qui est relationnel, ambiance, perception va être plus développé. Il y a ce qu'on appelle les zèbres. Alors moi, j'avais compris que les zèbres, c'est la même chose que haut potentiel intellectuel, mais où il y a aussi donc cette perception, les pensées fonctionnent en arborescence, donc plein de pensées, plein de fenêtres qui s'ouvrent en même temps, avec des suites qui pour eux sont logiques, mais qu'un non-zèbre, il va écouter le discours, il va être perdu très vite parce que c'est des associations d'idées qui se font en chaîne et très rapidement. Et donc on les appelle zèbres ou au potentiel intellectuel. C'est aussi des personnes qui vont être avec un fort besoin de justice, c'est-à-dire que l'injustice va vraiment les toucher très très fort. Il y a un problème aussi avec tout ce qui est autorité, c'est-à-dire que tout ce qui est consigne ou ordre qui n'a pas de sens ne peut pas être accepté, quoi. Il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit logique, sensé, et plutôt dans tout ce qui est cohérent, empathique, humain. Voilà, donc en gros c'est ça. Tu peux peut-être m'aider parce que... Non, mais il y a aussi, ça c'est des termes qu'on utilisait avant, qui sont un peu moins à la mode, oui, mais il y a aussi vrai. le mot surdoué, et puis les gens ont quand même tendance à avoir une idée toute faite, qui est véhiculée depuis très longtemps dans la société, donc c'est pas du tout un tort de leur part, hein, mais ils pensent qu'une personne surdouée au potentiel zèbre serait quelqu'un de plus intelligent, de meilleur, de plus performant. Or, quand on s'y intéresse, ce qu'on observe, c'est que c'est un fonctionnement neurologique différent. On les appelle les neuroatypiques, puisqu'ils sont différents des autres. C'est juste une autre façon de fonctionner, et donc c'est un peu plus compliqué de s'adapter
à une société, à une famille, voilà. C'était peut-être ce que je voulais rajouter, que certaines fois on dit surdoué. Voilà, c'est vrai qu'avant, qu'on les appelle zèbres ou HPI, on parlait de surdoué ou de précoce. Là, pour encore la majorité des gens, étonnamment même des psychologues que je reçois en cabinet, qui viennent pour l'ostéopathie par exemple, ne connaissent encore pas ces sujets de zèbre, de HPI, de précocité. Et même si j'aborde ce mot de précoce ou surdoué, la plupart des gens, même moi, c'était c'est ceux qui réussissent partout, les meilleurs de la classe. Donc moi, évidemment, je fais pas partie de ces gens-là. Non, je peux pas être surdoué. Un surdoué, c'est Einstein, enfin, voilà, des gens qui ont très 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 bien réussi et qui ont trouvé leur voie et qui excellent dans le monde. Alors que non, en fait, vraiment, les surdoués précoces, zèbres, HPI, 50% sont en échec scolaire, je crois. Énormément vont pas trouver leur place dans la société, donc peuvent être SDF, peuvent être en hôpital psychiatrique, parce que la plupart qui n'auront pas été repérés, confrontés à tout ça, c'est beaucoup d'addictions qui peuvent venir pour se couper de ces sensations trop fortes et de ces émotions très fortes. C'est les addictions à l'alcool, au cannabis ou aux médicaments, et donc là, beaucoup de personnes comme ça vont en fait être complètement en dehors de la société et en échec total. Donc voilà, il y a les deux, il y a ceux qui vont réussir partout, puis il y a ceux qui vont être très 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 mal en fait. Et c'est la plupart. C'est la plupart, et donc c'est pour ça que d'informer sur ce sujet et de passer les tests, parce que pour confirmer vraiment cette particularité, c'est chez des psychologues habilités à faire passer les tests de quotient intellectuel, de QI, mais prendre en compte aussi le quotient émotionnel. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut valider cette caractéristique. Mais c'est pas une fin en soi, ça peut être aussi ce moment-là où on décide de faire les bilans, ça peut être aussi le point de départ d'un travail pour justement, je fonctionne comme ça. Depuis le début, je rame à contre-courant, je vais essayer d'adapter les choses et puis de mieux me comprendre. Et je persiste depuis 15 ans à essayer et ça marche pas. Peut-être que parce qu'en fait, il faut pas que je fasse comme ça et que c'est pas ce qui me correspond. En fait, je dirais que pour les zèbres, ce qui fonctionne pour les non-zèbres, faut faire exactement l'inverse en fait. Donc c'est à peu près ça. C'est-à-dire que pour les zèbres, le monde, comment il fonctionne pour tout le monde, c'est totalement à l'envers. C'est les relations humaines, le but de la vie, le sens qu'on donne aux choses. Pour moi par exemple, c'est le monde qui est complètement à l'envers. Donc tant qu'on essaye de rentrer dans ce moule, alors que c'est totalement l'inverse de soi, c'est que de la souffrance. Et peut-être une dernière précision, on voit souvent passer des posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux de caricatures d'enfants faisant n'importe quoi et « Ah oui, non mais il est surdoué » et les gens sont agacés qu'on puisse dire « Ah oui, mon enfant, il bouge beaucoup dans la classe, c'est pas facile, son comportement est problématique au sein d'un groupe ». Et les parents ajoutent « il est HPI », c'est pas une excuse, mais ça fait partie des choses qu'ils savent sur leur enfant. Et moi, j'observe beaucoup les gens être très très agacés de « ouais, non mais maintenant c'est à la mode, l'effet Barnum, tout le monde est HPI, ça c'est pour justifier un manque d'éducation, ça c'est pour justifier un échec ». Les gens sont agacés qu'on puisse nommer les choses en disant ça fait partie des choses qui rendent la vie un peu plus difficile et donc c'est à prendre en compte. Ça veut pas dire excuser, ça veut pas dire, mais ça veut dire surtout avoir un début de compréhension
Je pense qu'il y a différents cas. Donc, il y a effectivement, souvent est associé aux zèbres, donc HPI, le mot qu'on voudra mettre, c'est beaucoup de dysfonctionnement aussi. Donc, il y a beaucoup de dyspraxie, dyslexie. Dans la dyspraxie, il y a la dysgraphie. Par exemple, un enfant qui ne sait pas écrire bien et ses lettres sont toutes difformes. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi tout ce qui est hyperactivité, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité ou non. Et donc, c'est souvent associé à ces caractéristiques de HPI. Donc, effectivement, des enfants qui peuvent être très turbulents, qui ne peuvent pas écouter les consignes, qui ont déjà oublié la consigne, parce que les pensées sont tellement dispersées et ça fonctionne très très vite. Voilà, c'est des comportements qui peuvent être dérangeants et difficiles à gérer. Et en fait, effectivement, d'avoir passé les tests, ça peut expliquer. Malgré tout, beaucoup de personnes encore vont être agacées par ça parce qu'ils ne connaissent pas. Et puis que c'est agaçant, en fait, tout simplement. Après, il y a aussi des enfants qui peuvent être hyperactifs sans être zèbres. Mais je dirais qu'encore une fois, pour un zèbre ou peu importe, de connaître que c'est des caractéristiques et que ça existe, ça permet de mieux s'accepter. Mais en fait, pour n'importe qui, un enfant qui est turbulent parce que il est turbulent, c'est qu'il a une raison de l'être aussi, en fait. Donc je dirais que quels que soient les comportements, tous les comportements sont à accepter, à accueillir et à essayer de comprendre pourquoi. Alors il y en a, la cause c'est le HPI avec hyperactivité, d'autres ça peut être juste une hypersensibilité qui fait que si dans son environnement familial ou autre c'est tendu, ça s'exprime de cette façon-là, par les émotions étant très fortes, par besoin de divertir la classe, de faire le clown, de bouger. Voilà. Dans tous les cas, ce serait de pouvoir se dire que chaque enfant ou humain qui a des comportements un peu en dehors du moule, il y a une raison. Il y a une raison. Donc, après, tu avais travaillé auprès de classes spécialisées, donc tu peux me le dire, mais il y a même des enfants autistes ou des troubles mentaux, donc là c'est encore autre chose, avec du coup de l'hyperactivité, un peu de la violence dans leurs gestes, qui peuvent encore de nos jours, ça paraît incroyable, mais ne pas que les éducateurs spécialisés n'accueillent pas ça. Oui, la société dans son intégralité, pour mettre tout le monde dans le même panier, a du mal à avoir une attitude, un comportement qui n'est pas normé, qui n'est pas habituel, à le prendre avec bienveillance. Les gens n'ont pas beaucoup de bienveillance. Donc oui, un enfant qui se met à taper du pied, à se rouler par terre, il est peut-être porteur, il est peut-être autiste, il a peut-être un déficit intellectuel, il est peut-être HPI, il est peut-être TDAH, peu importe. Les gens jugent l'attitude, le comportement, ils jugent la personne, ils jugent les personnes qui s'occupent d'eux. C'est forcément une carence éducative, les parents ne font rien, ils n'agissent pas, ils n'ont pas donné les règles, et puis ils comparent avec leur propre expérience. J'ai élevé 4 enfants, il n'y en a pas un seul qui m'a fait ça à la caisse du supermarché. Et oui, mais on est tous différents. Si ça arrive, je veux dire, les gens, dans la plupart des cas, font de leur mieux. Oui. Ils font de leur mieux. Ils peuvent demander de l'aide, mais on ne demande pas de l'aide 15 fois. C'est-à-dire que si on nous a refusé de l'aide 3-4 fois, ça peut suffire à décourager. Effectivement, il y a plein de familles qui souffrent avec des enfants qui sont extraordinaires, qui sont différents, qui sont beaucoup plus complexes à comprendre que des enfants neurotypiques. Donc oui, là, effectivement, c'est très compliqué, que ce soit dans une école, que ce soit dans un centre de loisirs, dans une colo, dans une famille, en week-end, à la caisse, sur un parc d'attractions, dans un jeu, une plaine de jeux. Oui, c'est compliqué. Et il y a le regard des gens tout le temps qui est jugeant et qui, bien souvent, montre du doigt, parce qu'on constate effectivement, on la voit, la colère, et qui sont absolument pas bienveillants dans leur façon de réagir et qui n'aident absolument pas les gens à s'en sortir. Oui, ça quoi. c'est vrai.
alors que le commun des mortels au supermarché juge ça, mais ce qui m'avait paru incroyable, encore une fois, c'est le monde à l'envers, que des éducateurs spécialisés se sentent parfois, personnellement attaqués par un enfant autiste qui donne un coup de pied, quoi. Et qui, pour le punir, pour lui faire voir qui est le chef et qui a raison, le plaque contre le mur. Ça paraît complètement fou. Et cette bienveillance, en fait, cette empathie, cette bienveillance, c'est vrai que pour tout enfant, pour toute relation, encore une fois, le livre de Catherine Guéguin, avec les neurosciences affectives, aujourd'hui on apprend beaucoup de choses, donnerait les bases pour accompagner tous ces comportements d'enfants. Et ce serait déjà super s'il y avait rien que ces bases-là de connus. Voilà. Alors, ce qui fait aussi réagir les gens de façon jugeante, c'est qu'ils sont impuissants, qu'ils ne comprennent pas, que c'est dérangeant, que c'est inhabituel, et donc c'est inconfortable, et c'est beaucoup plus compliqué de s'occuper d'une personne, que ce soit un adulte, enfin d'être en relation avec un adulte ou un enfant qui fonctionne différemment, parce que ça suppose de se remettre en question soi-même, de faire du tâtonnement, d'essayer des choses, que ça marche pas. Et tout le monde n'est pas prêt à s'investir dans les relations comme ça, donc c'est beaucoup plus facile de juger, de mettre une étiquette. Bon, ça c'est la famille avec les enfants qui sont pas bien élevés parce qu'ils font n'importe quoi. Bah non, c'est pas forcément ça en fait derrière. Il y a peut-être une maladie, il y a peut-être un syndrome derrière, il y a peut-être un trouble, il y a peut-être une grande souffrance, et pourtant les parents font ce qu'il faut, mettent en place les suivis qu'il faudrait. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de professionnels qui savent pas, qui jugent, que ce soit des psychologues, des médecins, des enseignants, des pharmaciens, voilà, toutes les personnes qu'on peut rencontrer et à qui on peut demander de l'aide. Malheureusement, il y en a plein qui ne savent pas. Oui, connaissent pas, même dans le milieu scolaire, les instituteurs, très peu connaissent tout ce qui est dyspraxie, dyslexie, alors que c'est capital, c'est eux qui peuvent détecter ces dysfonctionnements dès le plus jeune âge. Et pouvoir justement alerter les parents, en fait, ce serait pour moi capital que les enseignants aient vraiment une connaissance approfondie de ces caractéristiques pour, eux, informer les parents. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, c'était absent complètement de la formation. Je ne sais pas là maintenant, mais ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. C'est au bon vouloir de l'enseignant qui doit se former sur absolument tout. De vouloir s'intéresser à tout ce qui est 10. Pareil, ça agace les enseignants de se dire on vient encore de me dire qu'il était dyscalculique. Bah non, il est bête, il comprend pas que 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3 semaines qu'on lui dit que 1 plus 1 égale 2, qu'il a 2 doigts, on les met ensemble. Les gens s'énervent de voir que il y a des enfants pour qui c'est compliqué. Donc il n'y a pas de formation en France, c'est au bon vouloir de chacun. Et c'est là que même quand je disais, les psychologues eux-mêmes... Je leur explique ce que c'est, les psychologues qui viennent me consulter, que je pressens certaines comme étant hypersensibles. Je leur en touche 2 mots, elles se reconnaissent, et je suis étonnée qu'elles n'aient pas eu dans leur parcours d'études connaissance de ce type de personnes. L'hypersensibilité, je crois que c'est 20% de la population. Les zèbres, c'est... Alors, je sais plus, parce que je dis plusieurs choses. 2% qui sont testés. Il y en a certainement qui ne sont pas testés. Je crois que c'est 2% quand on fait un étalonnage. D'accord. Je suis nulle en statistiques, mais il me semble qu'il y a un certain nombre qui sont testés, et que rapporté à la population française, en tout cas dans tous les pays occidentaux, ça correspond à peu près à 2% de la population. Donc c'est vrai que c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même 2 personnes sur 100. Donc forcément. On est plus ou moins entouré. Oui. Donc c'est vrai que c'est un sujet à creuser, à connaître, voilà, parce que dans notre entourage, on peut croiser des personnes comme ça. Et aussi, une autre caractéristique, c'est les perceptions extrasensorielles. Donc là, c'est encore un petit peu à part, mais ça va être ce qu'on peut appeler le 6e sens, l'intuition, des choses comme ça, qui vont... Like a bird on a tree,
I'm just sitting